Je salue cordialement Monsieur Verny, qui va être le conférencier de ce moment de réflexion partagée, qui est important à ce stade où nous sommes, puisque tout le monde s'interroge sur quelques questions clés s'agissant à la fois de l'avenir économique, de l'avenir de nos sociétés urbaines et de la combinaison possible des espaces dans lesquels on travaille, on habite et que l'on investit, y compris pour la poésie d'espace. Je pense en particulier à cette combinaison particulière du port et de ses paysages avec la forêt rhénane. Les atouts et les enjeux du port autonome de Strasbourg et de sa zone portuaire, c'est évidemment une question que nous nous posons en permanence dans les décisions qui concernent aussi bien les infrastructures, les activités et l'espace que nous occupons et les tensions qui peuvent exister entre la ville et sa progression et le port. Cette fameuse question de l'interface ville-port qui se pose, et nous l'avons choisi ainsi, en termes de cohabitation entre activité et habitat et de relations paysagères. Nous avons procédé, il y a déjà quelque temps, à ce que nous avons appelé un cahier d'espérance avec la Chambre de commerce, qui a exprimé d'abord les attentes des usagers du port et de ce que le port représentait pour eux. C'est un premier aperçu de ce qui peut diriger en quelque sorte la stratégie de développement portuaire. Gagner en visibilité en réaffirmant la vocation économique de la zone portuaire de Strasbourg, gagner en efficacité en renforçant la performance du système de transport de la zone, gagner en attractivité en travaillant sur la requalification paysagère et aussi, de manière assez insistante de la part du groupement des usagers du port, gagner en service aux entreprises pour ne pas être simplement à travailler dans une zone d'activité industrielle toute simple. Dans ce contexte, après ce cahier d'espérance et dans la confrontation des projets, il a été indispensable d'élaborer un contrat de développement entre le port autonome, la ville de Strasbourg et la communauté urbaine. Cela n'existait pas jusque-là ailleurs, donc nous l'avons travaillé sans référence, mais dans cette volonté de nous donner un cadre qui permette aux entreprises d'avoir de la visibilité sur l'avenir et en même temps aux habitants de savoir comment la ville allait se transformer et permettre de définir après des stratégies où les acteurs, collectivités, ports autonomes, mais aussi acteurs privés puissent trouver, je dirais, les bons points d'équilibre. Ça ne veut pas dire que ça soit toujours facile. Nous avons à notre mémoire, des moments mémorables de débat, parce que c'est aussi une question de frontières, c'est aussi une question je dirais, de zonage, malgré tout, là où s'arrêtent les activités et là où la ville parfois veut progresser. Donc, dans ce contrat de développement, CUS-Ville-Pass, nous avons dégagé quelques enjeux. Le premier enjeu commun, c'est le positionnement portuaire dans le développement économique. La zone portuaire de Strasbourg est à la fois un hub de connexion des différents modes de transport, de marchandises, mais aussi une zone d'activité logistique et industrielle majeure à l'échelle de notre agglomération, mais aussi à l'échelle de la région. Le port autonome est aménageur, gestionnaire de son domaine. Il assure aussi l'entretien et la maintenance des espaces publics. Ce n'est donc pas simplement une zone d'accueil, mais c'est aussi un facteur essentiel d'aménagement de son site. La ville de Strasbourg, elle, a un passé, un présent, un avenir industriel. La zone portuaire est le principal espace de la ville dans lequel cette vocation industrielle existe. Et il est vrai que pendant des années, le port était le grand oublié de toutes les perspectives des contrats de plan tout simplement parce que l'industrie était reléguée en quelque sorte à la frontière, et c'est le travail avec la ville de Kehl en s'élargissant au-delà du Rhin qui a permis de retrouver une dimension portuaire nouvelle, même si elle était ancienne. Le port se place sur le créneau d'une logistique de plus en plus durable, et cette dynamique logistique est polarisée, en particulier sur l'aire strasbourgeoise, sous la forme d'un corridor d'échange et de flux à l'échelle européenne,
Et nous avons aujourd'hui le statut de deuxième port fluvial français. La zone portuaire est aussi la plus grande zone logistique d'Alsace, où sont présents le plus grand nombre de transporteurs et de prestataires logistiques. Et c'est donc à la fois une logistique de distribution internationale, européenne, nationale et régionale, qui présente un certain nombre d'atouts de premier plan, qui sont assez spécifiques en comparaison d'autres régions françaises. Un positionnement stratégique sur le Rhin, qui permet un accès privilégié à Rotterdam et Anvers, qui sont les premiers ports d'Europe, principale porte d'entrée européenne du commerce international, une multimodalité très vivace qui est appuyée sur une infrastructure fluviale et un outillage portuaire qui a évolué et qui est aujourd'hui considéré comme ayant un excellent niveau et qui permet d'ailleurs à certaines entreprises de pouvoir continuer la fabrication de certaines pièces puisque nous pouvons les transporter. C'est donc un outil particulièrement stratégique sur le plan industriel. Une base industrielle forte et diversifiée qui soutient l'activité logistique puissante, un savoir-faire qui est reconnu dans le milieu logistique, et puis c'est aussi une activité fortement créatrice d'emplois. Deuxième enjeu, les mutations urbaines. Ces mutations sont nécessaires, elles appartiennent à la vie de la cité et de son évolution. Et évidemment, et ça depuis très longtemps, c'est la partie centrale du port qui a toujours été l'objet de toutes les tentations et de tous les désirs. La prolongation du tramway vers Kehl est un élément qui résume, je dirais d'une certaine façon, cette extension de l'urbanisation dans la partie centrale, mais en même temps aussi une manière de faire lien entre les différents espaces et les différentes activités. Donc, pour nous, la transformation de certains espaces portuaires en friches représente une opportunité exceptionnelle pour créer des espaces urbains qualitatifs. La résolution des difficultés d'accès à la zone portuaire liées à la congestion sur l'axe historique de la route du Rhin est également en objectif de ces transformations. L'acceptabilité sociale et la perception par les riverains des activités industrielles ou de transport qui se sont dégradées ces dernières années, malgré beaucoup d'efforts des entreprises pour réduire les nuisances, sont aussi un des éléments qui caractérisent l'enjeu de ces mutations. Au-delà de l'enjeu de la mutation urbaine, le port doit aussi porter une stratégie de développement de son activité. Et ça, c'est là où ça devient plus compliqué. La création de nouvelles offres foncières pour répondre aux besoins d'implantation d'entreprises nouvelles ou d'extension des entreprises existantes, la croissance des ressources financières produites par le foncier, parce que c'est en quelque sorte l'assise économique qui est la nôtre, et l'État veille à ce que nous soyons des propriétaires avisés. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons toujours avec les terrains du port, mais c'est normal. La reconstitution de l'offre foncière suite à la reconversion urbaine dans un secteur tendu est évidemment une des questions clés. Le port a choisi aussi un développement externe au territoire strasbourgeois pour pouvoir compenser les pertes foncières sur son terrain de base, notamment si on regarde au port de Lauterbourg sur environ 70 hectares ou l'extension du port de Markolsheim sur 23 hectares. Donc, sur la communauté urbaine, la circonscription portuaire est particulièrement, sensible. Elle est encadrée par des milieux environnementaux de grande valeur. Nous souhaitons, au niveau des collectivités, les mettre en valeur et les préserver, ce qui n'est pas non plus toujours facile, puisque la caractéristique des terrains portuaires, c'est d'être regagnés par les friches, et donc par une forêt rhénane particulièrement vivace, ou par quelques zones humides ici ou là. C'est une question que j'ai posée dans une réunion des ports maritimes et des ports fluviaux, parce que si on contraint les ports à être dans des sites dans lesquels il faut garder des réserves foncières, mais que ces réserves foncières qui sont destinées à l'activité deviennent des compensations de tous les plans de protection des paysages ou de la biodiversité, nous n'irons plus très loin et ce sera de plus en plus compliqué d'avoir des entreprises et de l'industrie sur nos territoires. Donc nous avons dans ce contrat de développement dégagé des préoccupations communes. La première, réaffirmer la vocation économique du port dans un contexte de mutation urbaine,
nous avons voulu associer les entreprises, les partenaires du port dans la démarche. Et ça s'est traduit par une étude en comaîtrise d'ouvrage visant à l'élaboration du schéma directeur des deux rives. La deuxième préoccupation, c'est favoriser l'accessibilité. Nous avons une distance qui concerne l'activité portuaire qui représente 10 km le long du Rhin, et nous avons 2 infrastructures qui assurent l'accessibilité depuis l'Allemagne. Donc, c'est évidemment sur ces accès, l'accès sud et l'accès central, que se concentrent les problématiques. La route du Rhin, par exemple, le pont de l'Europe, mais aussi la RN 363 ou la L 98 pour connecter l'axe autoroutier allemand. Mais c'est peu par rapport à des accès pour un port qui a des activités de transport et des activités logistiques particulièrement développées. La troisième préoccupation, c'est le renforcement de l'attractivité de la zone. Là-dessus, nous avons, je crois, bien avancé, à la fois dans les services aux entreprises, mais ça n'est pas fini, dans l'image aussi de la zone portuaire, dans la communication auprès de l'ensemble des entreprises installées sur le territoire. Et nous avons comme quatrième préoccupation commune le réaménagement qualitatif de la zone portuaire. C'est vrai que le système du port lui-même qui prévoit des contrats d'amodiation, c'est de location à long terme de terrain, crée des zones non occupées qui sont souvent des réserves foncières, ce qui fait que nous avons des débats avec certains élus qui disent « Ah, avant d'aller vous étendre ailleurs, commencez donc par remplir vos dents creuses. » Mais les dents creuses sont louées, elles sont payées. Il n'y a pas beaucoup de friches sur le port autonome de Strasbourg du fait même de ce système d'amodiation qui nous permet de rester propriétaires du terrain et qui nous permet par conséquent de maîtriser la stratégie de développement du site, ce qui est aujourd'hui à l'évidence une priorité et une véritable chance. Donc, dans les considérations d'accueil des entreprises, il y a bien sûr, je le disais, l'image de la zone, les services et les facilités proposées aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de transport des salariés, mais aussi ce qui relève de l'énergie. Et sur ce point, une réflexion s'est engagée, puisque les ports sont fournisseurs d'énergie, c'était le cas pour le pétrole, mais c'est le cas aussi pour l'acheminement de l'électricité, de la chaleur, de la vapeur. Bref, et nous avons vu récemment que lorsque l'usine d'incinération de Strasbourg est arrêtée, c'est un problème de survie pour l'entreprise qui récupérait sa vapeur. Donc, dans les actions significatives et qui sont partagées avec les entreprises, il y a le travail sur les accès piétons et cyclistes, l'intégration des modes doux dans les réflexions du PDU sur une zone qui est quand même un petit peu compliquée, où il y a beaucoup de camions, et en même temps cette élaboration d'un plan de déplacement des entreprises, dont les entreprises nous ont dit que c'était aujourd'hui un facteur d'attractivité pour l'embauche. Il n'y a pas que le succès du bilan économique de l'entreprise et de son activité, il y a aussi les conditions qui sont faites aux salariés. Et pour des salariés en recherche d'emploi qui n'ont pas de véhicule, et parce qu'ils sont chômeurs ou parce qu'ils n'ont pas encore travaillé, la possibilité d'avoir une solution de transport à distance de l'entreprise est évidemment un intérêt considérable. Cela s'appelle, ce plan de déplacement, le PEPS, et nous espérons que nous pourrons en retirer un grand bénéfice, puisque c'est aussi une démarche assez novatrice. Je termine en disant que, concernant l'avenir, et c'est là que je vais écouter votre intervention avec énormément d'attention, nous sommes liés aux autres ports rhénans, en particulier dans un travail partenarial du projet Upper Rhine Corridor, dans le cadre du programme RTET européen, et nous sommes pilotes, coordinateurs de ce programme qui fédère 9 ports du Rhin supérieur, qui travaillent ensemble avec le soutien financier de la Commission et qui permet de travailler sur nos priorités, nos insuffisances, nos perspectives et nous sortirons de la phase diagnostic en fin d'année
et nous pourrons, à partir de là, établir les éléments stratégiques communs, alors que nous sommes aussi des ports en concurrence. Je crois qu'il est important de pouvoir, par ce maillage multimodal et par la recherche de ces équilibres urbains et industriels, mais aussi logistiques et de transport, rechercher le dessein d'un territoire du XXIe siècle, à la fois respectueux des normes du développement durable, engagé dans les mutations et les transitions énergétiques, transitions climatiques, transitions dans tous les domaines, y compris technologiques pour les entreprises industrielles qui mutent, elles aussi, transition dans le domaine du transport, puisque nous espérons faciliter à travers cela le rail et le fleuve en particulier. Je vais vous présenter les ports et l'idée évoquée ici d'avoir un port qui contribue au développement économique, au développement industriel et à la logistique. Pourquoi présenter ce sujet? Donc, Jérôme Verny, je suis enseignant-chercheur dans une grande école de commerce française, à l'école de commerce de Rouen. J'ai créé et je dirige un laboratoire de recherche en transport international, Mobis, et notamment par le biais des différentes activités, à la fois administrateur du pôle de compétitivité logistique Novalog, ou expert dans la section thématique logistique de la Commission nationale des services, qui est présidée par le ministre Montebourg. Nous sommes amenés à nous poser des questions, à savoir comment peut-on développer l'activité industrielle sur le territoire français. Et donc, en découle le port. Est-ce que le port peut être un outil qui permettrait de renforcer l'activité industrielle et l'activité logistique? Donc, les ports sont-ils un simple lieu de transit ou également des zones d'activité industrielle et logistique? Le contexte, le contexte est assez simple en fait. On parle de mondialisation de l'économie, d'internationalisation des échanges. Nous avons une multiplication très forte ces dernières décennies des échanges de marchandises, et ça renforce la place des ports, notamment des ports maritimes européens, qui jouent l'interface entre des bassins de production qui sont toujours plus éloignés de nos marchés de consommation. Donc la place du port est renforcée. Et c'est là où il devient intéressant de se dire, mais le port est-il toujours cet espace où, pour être compétitif, je dois avoir un avant-pays maritime assez élargi et je dois faciliter les échanges de marchandises vers mon hinterland, vers mon marché de consommation? Ou est-ce que je dois essayer de tenter de capter une partie de ces flux et d'y apporter une valeur ajoutée aux marchandises qui transitent par les ports? Donc c'est un peu là la question. On a une évolution de la place du port dans les chaînes logistiques internationales qui tend effectivement à évoluer d'un simple espace de transit à une zone majeure dans l'organisation des nouvelles chaînes logistiques internationales, mais également une zone majeure dans l'évolution de la chaîne de valeur qui s'internationalise. Le fluvial dans tout ça, c'est effectivement quelque chose qui est très important, puisque nos bassins de production sont assez éloignés de nos marchés de consommation. Nous utilisons des navires toujours plus grands, nous massifions, et par conséquent, il est fort utile d'avoir des infrastructures ferroviaires et fluviales qui permettent de massifier les échanges de marchandises vers l'interland, qu'elles soient en distribution ou en massification pour acheminer vers le port maritime. Donc un rôle accru du transport fluvial. Maintenant reste à savoir, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, comment intégrer le transport fluvial dans cette évolution des échanges internationaux. Le Rhin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis très content de faire cette conférence ici à Strasbourg, puisque c'est effectivement cette artère centrale avec les principaux foyers industriels d'Europe occidentale. Et donc historiquement, c'est pour ça que c'est un vrai terrain d'étude d'être à Strasbourg, puisque historiquement les ports étaient fortement industrialisés. Et quelle relation avons-nous aujourd'hui entre les ports, l'industrie et la ville? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour cela, nous sommes amenés à nous poser quelques questions. Quelle relation les villes entretiennent-elles avec leurs ports et leurs industries? Donc ça, c'est effectivement un sujet qui a été notamment évoqué dans l'introduction, parce que c'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à échanger ce soir ensemble.
quelle est la place des activités logistiques qu'occupent les ports, quelle est la place des activités logistiques dans la relation entre le port et l'industrie, puisque en fait l'industrie nécessite d'être soutenue par des activités de service, donc des activités de transport et de logistique, et comment s'intègre-t-elle parmi un territoire, sur un territoire où on a une pression notamment urbaine qui se fait sentir. Quelle place les ports fluviaux peuvent-ils occuper dans la nouvelle zone, dans la nouvelle géographie de la chaîne de valeur? Ça, c'est un point extrêmement important. On y reviendra assez régulièrement sur la chaîne de valeur. L'idée de la chaîne de valeur, c'est depuis mon bassin de production jusqu'à mon marché de consommation, puis-je utiliser les différentes structures de charge pour apporter une valeur supplémentaire à mon produit, le port étant un espace où je vais pouvoir peut-être toucher au produit, ou en tout cas au contenant, et donc c'est peut-être l'occasion d'agir sur le produit en tant que tel, se dire, tiens, si mon produit transite par un port, est-ce que je peux pas essayer d'industrialiser un petit peu ce flux, et donc de créer de l'emploi en essayant d'améliorer le produit, en faisant une différenciation retardée. Et puis la logistique peut-elle devenir un levier de croissance économique pour le port de Strasbourg? On va voir qu'effectivement la logistique et l'industrie sont effectivement très liées. Donc afin d'exposer ce travail, nous allons le faire en 3 parties. La première partie, c'est un peu rappeler les relations entre les ports fluviaux et les industries. Ensuite, je vous ferai une étude comparative entre l'axe rhénan et l'axe Seine. C'est assez intéressant, au-delà du fait que je sois basé à Rouen, mais c'est aussi intéressant. On vient de parler des RTE. Dans les RTE, on constate que l'axe Seine vient d'être intégré récemment par la Commission européenne. Donc, y a-t-il des parallèles dans les développements? Comment se place l'industrie sur l'axe Seine? Et quelle est la position par rapport à l'axe rhénan? Et puis, on se focalisera sur le port de Strasbourg. Alors d'une part, afin de rappeler un petit peu la position, la partie 1 vise à un petit peu recontextualiser les relations entre le port fluvial et l'industrie. Évidemment, il y a une typologie de ports. Les spécialistes ont classé les ports selon différents critères, que ce soit des familles de produits. Certains ports sont spécialisés par famille de produits. On a une approche aussi spécifique, que nous ayons des ports maritimes ou des ports intérieurs. Les modes de fonctionnement sont réellement différents. Le port, c'est un maillon fort dans une chaîne logistique internationale. Il joue ce rôle de hub and spokes. Donc, c'est cette volonté de massification et de redistribution des flux. Les activités productives sont évidemment très présentes. Et ces activités productives, on s'aperçoit qu'elles s'accompagnent toujours plus d'activités de service. Et quelle relation peut-on avoir entre le développement industriel des zones portuaires et les activités de service derrière tout ça? Et puis une large variété d'échelles dans les ports, puisque nous avons des ports, un port peut être un simple quai, et ça peut être aussi plusieurs terminaux, un port élargi sur plusieurs territoires, et donc là c'est toute la complexité afin de traiter cette question du port fluvial et de l'industrie. Le port fluvial, nous avons des enjeux de production industrielle et de flexibilité des flux logistiques. Le port fluvial, évidemment, l'idée c'est de ne pas avoir que du transport routier et de ne pas avoir que des industriels qui utilisent la route. On s'aperçoit évidemment dans différentes villes européennes et différents ports intérieurs que des industries veulent parfois bénéficier d'infrastructures portuaires, mais qui au final passe vite au 100% route. Je m'implante dans un port, je bénéficie de certaines aides et j'abandonne assez vite le ferroviaire, le fluvial pour faire mes approvisionnements et ma distribution uniquement par la route. Dans les plateformes multimodales, on essaie d'impliquer les différents acteurs afin de les obliger à prendre le ferroviaire et le fluvial. Comment affirmer leur place? Et là, c'est une vraie question, parce que ça nécessite de prendre en compte les spécificités, les caractéristiques, notamment du transport ferroviaire, du transport fluvial. Donc, quand on peut reprocher certaines faiblesses au transport fluvial, et ça nécessite en amont de pouvoir avoir intégré dans son organisation de la production les faiblesses de ces modes de transport alternatifs à la route, afin d'en tirer un avantage.
Et on le voit souvent, la rupture de charge, tout dépend de la spécificité des matériaux, le coût. Je prends l'exemple du port de Rouen. Le port de Rouen est un port céréalier et aujourd'hui le mode routier est largement dominant sur l'approvisionnement en céréales du port de Rouen, ce qui est totalement aberrant puisque les céréales sont des vracs, les vracs devraient en théorie passer sur des trains complets sur le fleuve et au final la route s'avère très pertinente. Pourtant on va mettre que 28 tonnes, 29 tonnes dans une semi-remorque, on mettra 1300 tonnes dans un train. Et on a un produit qui a une faible valeur, les céréales, et pourtant on utilise la route. Comment? Pourquoi? Et c'est là toute la question de comment avoir recours à ces modes alternatifs, pourquoi, comment les replacer par rapport à des familles de produits qui, par définition, devraient avoir recours à ces modes alternatifs. Donc, nous sommes dans des ruptures d'organisation de la production. On a de nouvelles méthodes d'organisation de la production. On a une relocalisation des foyers de production, une internationalisation des aires de marché. Et là-dedans, en fait, les ports fluviaux doivent réussir à s'inscrire. La relation ville-port-industrie, c'est une relation qui, effectivement, n'est pas toujours très facile, puisqu'on a une pression foncière. Lorsqu'on est industriel, il est logique qu'on soit bord à canal, bord à quai. Et de l'autre côté, dans une ville, on peut apprécier avoir un quartier bord à quai qui va être valorisé. Et donc, comment faire face à des systèmes géoéconomiques, à une évolution réellement divergente. D'un côté, la ville, qui peut être intéressée par un bord à quai, de l'autre côté, pour différentes raisons, notamment valorisation du territoire, promenade pour les citoyens et les touristes, et puis de l'autre, le port qui a vraiment besoin de ces espaces bord à quai, sous peine de perdre des trafics, en fait. Puisque si on n'est plus bord à quai, on va avoir un brouettage, un pré ou un post-acheminement qui va rendre beaucoup moins compétitif le passage par ce port et donc peut poser problème dans les montages des chaînes économiques des marchandises qui transitaient par ce port. Et puis on a une réglementation qui est toujours plus forte, évidemment, quand nous avons des industries dans des zones portuaires, et ces zones portuaires étant encerclées ou progressivement encerclées par la ville, les réglementations se durcissent. Quand vous avez des zones Céveso, ça devient assez compliqué de participer au développement industriel du port si vous avez des habitants qui habitent à proximité. Donc des enjeux pour le développement et l'intégration des activités portuaires, logistiques et industrielles d'un territoire. Donc la planification, l'aménagement et la gestion du foncier, ça sont des points qui sont très importants aujourd'hui. L'accessibilité du port, les zones d'habitation, c'est ce que nous venons d'évoquer, la circulation des flux portuaires et en même temps les commuters, les gens qui font du domicile-travail, comment faire en sorte d'avoir une ville agréable et en même temps d'avoir un port attractif pour les industriels, en sachant que nous sommes citoyens et nous sommes exigeants, nous voulons des produits dans les délais convenus, on ne veut pas attendre, on veut le produit personnalisé. Donc ça, en tant que citoyen, ça nécessite beaucoup de camions, cette réactivité, et de l'autre, on n'accepte pas justement ces camions sur les routes, et pourtant on a parfois un port à côté de chez soi et qu'on ne peut pas utiliser parce qu'en tant que citoyen, on n'est peut-être pas toujours cohérent avec nos choix de consommateurs. Donc le citoyen et le consommateur n'a pas toujours des choix cohérents et qui portent atteinte à ce fonctionnement, au fonctionnement du port. Et ça c'est un vrai problème. Et là, les ports fluviaux ont un rôle à jouer puisqu'ils sont présents dans les villes. On voit la logistique urbaine, par exemple sur Paris, c'est quelque chose qui monte en puissance, la logistique fluviale. Eh bien, est-ce que c'est l'avenir? En tout cas, c'est une solution qui permet de concilier un modèle économique très exigeant avec des attentes du citoyen qui veut une ville agréable, sans camions, et pourtant, en tant que consommateur, on veut notre produit dans les délais convenus. Et la limitation réglementaire des externalités négatives, ça c'est effectivement un point très fort qui en découle. Donc,
Le port, ce sont des infrastructures, des superstructures, des engins de manutention, et puis on a aussi un cluster portuaire. Donc un territoire portuaire se caractérise par la concentration d'entreprises qui sont interdépendantes, des activités logistiques et de production qui participent au passage des marchandises, des flux basculant d'un format massifié à un éclatement au niveau régional, c'est le rôle du port, et idéalement, si nous pouvons apporter une valeur supplémentaire au produit lors de sa rupture de charge, eh bien, ça permet d'affirmer le passage par ce port. Donc le port se trouve à une intersection entre un espace de transit, ce qui était historiquement le cas, un espace de service, on le verra après, qui sont toujours plus présents dans les ports, et puis un espace de production industrielle. Toujours dans cette présentation de la relation entre le port fluvial et l'industrie, le cluster portuaire, c'est un peu l'interface entre le port et la ville. Il assure les trafics de marchandises qui passent par le port, donc grâce aux activités industrielles et aux activités de service. Il participe à la planification et à l'aménagement du port. Et puis la ville, on en a quand même besoin, même si on a un port et on a besoin d'avoir des gens, ça vient d'être évoqué, avec des modes de transport doux qui permettent d'amener des salariés au cœur de la zone portuaire pour qu'ils puissent travailler. Donc on a besoin de cette proximité avec l'emploi, le bassin d'emploi. Et donc, faut pas oublier que le port en fait dynamise un territoire. Des études, les ports commencent à les faire, commencent à mettre en avant l'idée de se dire bon, on génère combien d'emplois directs, indirects, induits, affirmons notre place, montrons que nous sommes vraiment bien implantés. Le port de Rouen l'a fait récemment, et ça permet de rappeler aux Rouennais, aux Normands, qu'effectivement il est important d'avoir, il faut accepter aussi les flux de marchandises que nous avons à proximité de la ville de Rouen, parce que derrière c'est un foyer d'emploi qui est très conséquent, une fois qu'on compte les emplois directs, indirects et induits, et ça c'est quelque chose qui est très très important et qui convient de rappeler, et c'est un outil que les ports utilisent, savent très bien utiliser, et à juste titre ça permet d'affirmer leur place et d'envisager une meilleure cohabitation. Donc le cluster industriel portuaire, c'est cet endroit qui organise les relations entre le port et l'industrie, qui fait le lien entre la ville, l'industrie, le port, et puis qui voit passer les marchandises. Donc la cohabitation n'est pas toujours facile, d'où ces questions sur la relation port et industrie. Mais l'industrie, dans les ports, on s'aperçoit qu'effectivement l'industrie a plutôt tendance à quitter les zones portuaires par rapport à ces différentes contraintes, qu'elles soient réglementaires, organisationnelles, puisque on a tendance à faire une priorité à la ville et pas à cet outil économique, ce cœur économique qui est au sein des villes. Le cluster portuaire est orienté sur la chaîne de valeur. Alors ça, c'est une idée qui est en train de croître progressivement. Et l'idée, c'est qu'effectivement, les entreprises apportent une valeur sur les produits à l'importation et à l'exportation. Faut-il rester un port de transit? Ce n'est pas évident, on l'a dit tout à l'heure. Il faut essayer de contrôler et d'affirmer sa place dans la chaîne logistique. Sinon, on risque un jour d'avoir un organisateur dans une grande société qui décide de passer par un autre port, et parce que vous n'avez pas pu affirmer votre place. Le fait d'être un espace de transit où vous allez apporter une valeur à votre produit, vous devenez presque indispensable, et on ne délocalise pas si facilement des usines, on ne délocalise pas facilement, on ne modifie pas facilement des chaînes logistiques à partir du moment où la chaîne logistique passe par des plateformes, où dans ces plateformes on va apporter une valeur au produit. Il y a un investissement de départ, et donc ça permet d'avoir une vision à moyen terme qui est quand même plus appréciable, plutôt que d'avoir des flux de marchandises qui une fois vont passer par votre port, une fois par le port voisin, parce qu'on les a mis en compétition. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire bon, le tissu industriel et les prestataires logistiques doivent travailler ensemble avec le port pour affirmer leur place et montrer qu'ils sont dans une zone carrefour indispensable. Le rôle du port dans le dynamisme du tissu industriel, donc évidemment
le port participe à l'optimisation des coûts de transport. Si, à partir du moment où une industrie est localisée dans une zone portuaire, c'est qu'elle est censée, soit en amont ou en aval, utiliser les infrastructures portuaires, c'est-à-dire massification. Donc elle a tout intérêt à le faire. Un port propose un réseau d'infrastructures dense, des prestataires logistiques performants, de très bonne qualité, qui accompagnent les industriels. Donc on a cette synergie entre les activités industrielles et la logistique, et tout ça contribue à la création de valeur. Ce sont des facteurs clés pour l'industrie, en fait, et la logistique. L'étude comparative sur l'axe rhénan et la vallée de Seine. Donc cette première partie a permis de poser un peu la relation entre le port et l'industrie. On voit bien que comment le port peut-il maintenir l'industrie, enfin, est-ce qu'il doit maintenir son industrie? Est-ce qu'il doit contribuer au développement des activités logistiques? Est-ce qu'il doit faire les deux? Comment se positionne-t-il par rapport aux contraintes urbaines à proximité? C'est toute la question très compliquée de cette relation port-industrie. Donc Strasbourg, effectivement, c'est une situation géographique réellement privilégiée. Donc c'est pas vous que je vais l'apprendre, et ça c'est un point majeur qui a été évoqué dans l'introduction avec le soutien de la Commission européenne de 9 ports sur l'axe rhénan supérieur, afin d'accroître et d'affirmer l'activité des ports fluviaux sur le Rhin supérieur. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi un besoin, ça répond à des attentes d'industriels. Et puis, il n'y a pas que les industriels, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des citoyens, des consommateurs. Donc, si ça répond aux attentes des industriels, c'est que nous aussi, en tant que consommateurs, on sera relativement contents de pouvoir bénéficier de ces avantages. Un milieu concurrentiel, l'axe rhénan supérieur, 13 ports, 274 km, donc 3 pays, évidemment. J'ai marqué 4 concurrents majeurs. Alors, c'est pas tout à fait des concurrents, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une coopétition qui devient de plus en plus forte, à la fois coopération et compétition. Il est assez intéressant de voir sur cette carte qu'on a des ports qui sont majoritairement exportateurs. Le cas du port de Strasbourg, par exemple, Karlsruhe. Et donc, on peut évoquer une région portuaire, un système géoéconomique portuaire qui doit s'affirmer au profit d'un territoire économique. Si nous regardons la répartition des produits qui transitent par les principaux ports du Rhin supérieur, donc là on a différentes années, on est c'est à peu près cohérent. On voit des spécificités dans ces ports fluviaux. Donc évidemment Ludwigshafen qui avec BASF marque le pas sur les engrais et les produits chimiques, le port de Strasbourg avec les matériaux de construction. Mais il y a des points qui sont assez intéressants au-delà des produits pétroliers. C'est par exemple la place de Strasbourg, l'importance des produits manufacturés. Et là, les produits manufacturés, il faut bien comprendre que c'est des produits bien souvent de grande consommation, de produits de consommation courante. Et là, on peut tenter d'agir sur cette chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est un port, qu'on voit qu'on a une part importante de produits manufacturés qui transitent par le port, eh bien c'est une collaboration qui se met en place avec des industriels pour dire, mais lorsque vous mettez en place votre chaîne de production, faut-il que le produit sorte fini depuis la Chine et qu'on envoie un produit fini traverser la planète et arriver jusque dans l'interland du port de Strasbourg? Ne faut-il pas se dire, bon, votre chaîne de production, eh bien, si elle a 10 étapes, la 10e étape étant par exemple l'emballage, eh bien, pourquoi ne pas, moi, port, essayer d'intervenir avec les industriels, commence à se faire tout doucement, en disant, mais on va arrêter, on peut vous proposer de mettre en place une chaîne de production jusqu'à l'étape numéro 8 en Chine, et puis, lorsque vous arriverez au port de Strasbourg, vous ferez peut-être l'étape numéro 9. Et donc, l'intérêt du port de Strasbourg, c'est de la création d'emplois, c'est cet apport de valeur ajoutée, et vous personnalisez vos produits, et ça c'est une collaboration à faire avec des industriels. Et Strasbourg est très bien positionné puisque il y a déjà un trafic de produits manufacturés qui n'est pas négligeable du tout et qui est en pleine croissance. Et ça c'est un point majeur. L'insertion du port, je vais prendre un exemple Mannheim et Strasbourg. Il est assez intéressant de constater Ludwigshafen et Mannheim, la place du port et la pression de l'espace bâti.
on constate bien qu'effectivement les zones industrielles sont boraquées, mais on constate un petit éparpillement au-delà des zones boraquées. Et là, on va avoir une petite difficulté à utiliser le port, puisqu'on va avoir ce brouettage, ce pré ou ce post-acheminement, pour faire le lien entre l'usine et le port, qui va générer un coût supplémentaire qui fera qu'on ne passera pas par le port et on fera du 100% route. Donc on a cette répartition qui est assez intéressante à comparer avec celle du port de Strasbourg. Donc ici nous avons géolocalisé les industries portuaires. Et on voit bien en fait sur cette carte qu'on a des zones industrielles évidemment présentes le long du Rhin, mais aussi des zones industrielles qui sont parties au-delà du tissu, qui se sont développées, certaines historiquement, d'autres sont en développement, au-delà du tissu urbain. Et donc là, c'est la pression et la relation entre la ville et le port. Les précédentes rencontres de l'ADEUS à ce sujet ont pu éclairer ce point-là. Eh bien, la pression de la ville sur le port peut pousser certains industriels à sortir de ces zones portuaires, à aller au-delà. Et ça, c'est le risque, puisqu'une fois qu'on s'est un petit peu écarté du port, de ses infrastructures, il y a de fortes chances qu'on n'y revienne pas. Donc, en tout cas, on ne fasse pas transiter ces marchandises par le port. Donc, comment concilier le port avec la ville et puis aussi l'environnement, c'était évoqué dans l'introduction, que ce soit ici au nord comme au sud, cette pression qui est relativement forte sur le port, et pourtant ce port est un réel poumon économique de la ville de Strasbourg. Sur ces cartes, nous comparons la répartition spatiale des établissements industriels de Haute-Normandie et en Alsace. Donc ce sont des données récentes, c'est pour l'année 2013. C'est intéressant de constater que selon les zones économiques, la présence des industries n'est pas la même. Évidemment, si je prends la carte de gauche, Rouen, Le Havre, donc sont des ports où l'industrie, et on voit bien le nombre d'établissements industriels est important, et pourtant leur zone économique montre une part d'établissements industriels relativement faible. Idem pour Strasbourg. Donc on voit bien que plus le port est important, plus on a d'industrie, c'est ce qu'on voit sur ces cartes, mais on voit aussi que la zone économique, elle, s'est tertiarisée. Alors, il sera intéressant de voir ce qu'il en était il y a 30-40 ans. Évidemment, la part de l'industrie était certainement bien plus élevée. Il y a des phénomènes structurels aussi, des emplois industriels qui sont sous-traités dans des sociétés de services, donc on a une tertiarisation de l'économie. Mais on voit bien ici que plus le port est grand, plus on a d'établissements, mais aussi ces services qui sont le corollaire et qui sont là pour faire fonctionner les ports et l'industrie. En termes d'emploi, donc la carte précédente c'était les établissements industriels, cette fois-ci ce sont les emplois. On a un schéma assez important, mais ceci étant, on constate une part relativement forte des emplois industriels dans ces zones économiques. Donc les ports de Rouen, Le Havre ou Strasbourg sont des ports qui concentrent quand même une partie, ou Mulhouse, concentre une bonne partie de l'emploi industriel. Cet emploi industriel va de pair avec les services. Donc en fait, quand on se pose la question de la relation entre les ports et l'industrie, c'est en fait la relation entre les ports, l'industrie et les services. Et ça c'est important, puisque les services, on les comptabilise généralement pas dans ces réflexions entre ports et industrie, et pourtant ils contribuent à développer, à faire croître les flux de marchandises. Donc ce sont des points, les plateformes logistiques par exemple, sont classées dans les services, toutes les activités de transport. Alors on a essayé de faire d'établir une corrélation entre le trafic portuaire et l'emploi industriel. Alors c'est pas simple parce qu'on avait assez peu d'années, on n'a pas beaucoup de recul, c'est des choses à approfondir, mais c'était pour vous montrer, y a-t-il une corrélation évidente entre l'évolution du trafic portuaire et l'évolution de l'emploi industriel. Vous allez voir sur plusieurs, vous le voyez ici pour Strasbourg, Bâle, Rouen, on va le voir pour d'autres villes ensuite. Ce n'est pas évident. Ce qu'on constate, c'est que
on a quand même des difficultés à établir cette corrélation. Évidemment, on n'a pas beaucoup de données, c'est un point non négligeable, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même encore une relation qui est relativement forte. On aurait pu ajouter la courbe du PIB et on aurait vu qu'on avait à ce moment-là un découplage entre les emplois industriels et l'évolution du PIB. Mais ici, il est assez intéressant de constater que, par exemple, pour Strasbourg, l'emploi industriel est en recul. Avec un indice 100 en 2005, l'emploi industriel est en recul de manière assez forte. Alors que globalement, on va dire qu'on a un trafic portuaire qui se maintient. Si je regarde sur 3 villes allemandes, on a une évolution qui, au final, n'est pas facilement interprétable. C'est pour vous montrer aussi la complexité du sujet à traiter. Ce n'est pas facile de mettre en avant cette relation entre les ports et l'industrie. Les ports allemands sont historiquement industrialisés comme le port de Strasbourg, mais il y a une dimension de politique nationale qui aussi peut expliquer cette évolution de la courbe rouge. Concernant le port de Strasbourg, donc les ports alsaciens, on a sur cet axe rhénan supérieur de nombreux ports. Peuvent-ils ou doivent-ils coopérer? Ont-ils intérêt à affirmer cette cohérence vis-à-vis d'un marché qui est international? On a le cas sur la Seine avec ce regroupement des ports entre Paris, Rouen, Le Havre. On a créé un GIE, eh bien, on voit ici des ports différents, dans des pays différents, qui vient complexifier la chose, avec des trafics, et on l'a vu juste avant, et des spécificités. Et faut-il affirmer à l'échelle internationale ces ports comme étant un espace portuaire? C'est ce que fait la Commission européenne en soutenant 9 de ces ports. Certains ne sont pas représentés au nord, mais il y a une cohérence à mettre en place. Ils sont concurrents certes, mais il y a une cohérence à s'affirmer ensemble, même si c'est facile à dire. Après, sur la dimension commerciale, tout reste très compliqué parce que ce sont des entités économiques bien différentes. Mais pour l'activité du port de Strasbourg, quand on compare sur les quelques dernières années, ici par famille de produits, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'effectivement, on va dire, c'est les produits pétroliers qui ont tendance à faire évoluer la courbe globale, le total, mais que dans l'ensemble, on a à peu près un maintien du trafic par famille de produits. Mais si on regarde la courbe rouge qui s'épaissit en haut, les objets manufacturés, je reviens là-dessus, c'est quand même c'est une courbe qui s'épaissit, c'est du trafic de conteneurs, et c'est là où il y a peut-être des éléments de réponse pour affirmer la place de l'industrie et affirmer l'emploi industriel dans un espace portuaire. Alors là, Strasbourg est un port assez spécifique avec une vraie différence entre ses entrées et ses sorties. Il aurait peut-être été opportun de sortir les produits pétroliers, je pense, nous avons fait ça, mais en retirant les produits pétroliers, on voit bien que ce sont comme eux qui contribuent à l'augmentation des entrées et des importations par le port de Strasbourg. Pour les exportations, le port de Strasbourg reste, on a pu voir entre les entrées et les sorties cet équilibre des produits manufacturés qui est intéressant, et on a évidemment à la tonne manutentionnée, on a évidemment plus d'emplois sur des produits manufacturés que sur des matériaux de construction. Mais par contre avec une surface qui est différente évidemment, et c'est là où il y a une vraie réflexion à mener ensuite en termes d'aménagement. S'il faut développer le trafic de produits manufacturés, de produits de grande consommation, qui nécessitent des surfaces avec des plateformes logistiques, avec des professionnels qui sont déjà très très bien implantés. Les maires des villes avoisinantes sont-ils d'accord pour avoir des entrepôts derrière le pavillon, la zone pavillonnaire, plutôt qu'un tas de cailloux avec des granulats? C'est un vrai débat, et c'est un débat que les professionnels des ports vivent en permanence.
mais qui est vraiment, vraiment important. Et on s'aperçoit que les zones d'activité logistique qui étaient décriées par le passé parce qu'elles consommaient beaucoup de surface et avec peu d'emplois, si ces zones d'activité logistique deviennent, et notamment ces plateformes logistiques deviennent des micro-usines, en agissant sur le produit, en touchant au produit, en touchant à sa valeur, eh bien, soudain, on aura peut-être un comportement différent des élus locaux qui se diront, peut-être que la plateforme logistique, si au final le ratio au mètre carré, eh bien, j'ai un nombre d'emplois supérieur, peut-être que la zone d'activité logistique va devenir un peu plus attrayante. Donc, mais il reste après des tas de problèmes d'intégration dans le paysage, de l'impact sur les flux de marchandises, le nombre de camions que cela va générer, parce qu'évidemment tout ne va pas se faire en entrée comme en sortie par le ferroviaire et le fluvial. Alors justement, sur le trafic de conteneurs, on voit un effort considérable qui a été fait par le port de Strasbourg, et c'est très intéressant de voir cette évolution qui est vraiment impressionnante sur le trafic de conteneurs. On a une montée en puissance très forte du ferroviaire pour le conteneur, et notamment de conteneurs chargés. On verra sur le graphique suivant les déséquilibres entre conteneurs pleins et conteneurs vides. Et puis une affirmation petite affirmation du Rhin et donc transport fluvial sur l'approvisionnement de conteneurs en entrée comme en sortie, avec un déséquilibre entre conteneurs pleins et conteneurs vides. Et il faut bien voir que dans ces conteneurs, évidemment, on met des produits manufacturés, on met de tout, on met aussi des céréales, on peut mettre des produits à faible valeur, mais c'est quand même les conteneurs restent quand même majoritairement utilisés pour des produits de grande consommation. Toujours pour le port de Strasbourg, cette évolution est intéressante puisque on constate ici ce déséquilibre des flux entre conteneurs pleins et conteneurs vides. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conteneurs pleins effectivement qui passent par le port de Strasbourg mais qui ne reviennent pas. Et peut-être que le port de Strasbourg peut affirmer ou peut peut-être tenter d'affirmer son pôle son activité de repositionnement des conteneurs vides, puisque on a des infrastructures ferroviaires très développées, et efficaces, on a le Rhin, et donc on peut massifier les conteneurs vides qu'il faut réexpédier ensuite vers les ports maritimes, puisque ce déséquilibre de conteneurs pleins et vides, on le retrouve sur les chaînes logistiques internationales. Évidemment, entre la Chine et l'Europe, on va facilement avoir, on aura surtout des conteneurs pleins entre Chine et Europe, et de l'autre côté, il faut bien leur retourner les conteneurs vides. Et donc il y a une stratégie des ports intérieurs, et donc des ports fluviaux, pour se dire, mais moi je voudrais idéalement être le pôle, le hub de repositionnement des conteneurs vides, et pour ensuite repositionner ces conteneurs sur les ports maritimes. D'autant plus lorsqu'on se concentre sur les conteneurs vides, il y a toute une activité industrielle derrière de remise en état des conteneurs, de certification des conteneurs. Donc il y a de l'emploi en fait. Quand on a un flux de conteneurs vides, ça c'est pas un transport d'air à IR qui paraît inutile, c'est que derrière ça peut générer de l'emploi également. Donc maintenance du conteneur, etc. Et là, les ports, on le voit ici, le port de Strasbourg a encore un bel avenir sur les conteneurs, puisqu'il y a encore une possibilité d'affirmer sa place et ses infrastructures de transport alternatives à la route, afin d'augmenter la part des conteneurs vides dans son trafic portuaire. Alors ça, c'est deux graphiques qui sont assez intéressants, qui permettent de comparer les établissements industriels et le trafic de marchandises. Alors c'était pas très simple comme exercice, puisque on n'a pas la même typologie d'un point de vue statistique de produits entre les établissements industriels d'un côté et le trafic en tonnage de l'autre. Mais on s'aperçoit qu'effectivement on peut avoir des établissements qui sont relativement peu nombreux, les établissements industriels, par exemple dans les matériaux de construction, et qui engendrent beaucoup de tonnage. Donc là, ce graphique mérite après d'être analysé et de voir sur la stratégie que doit mettre en place un port, eh bien, quelles sont les familles de produits qu'il faudrait soutenir, quels sont les industriels qu'il faudrait accompagner pour favoriser, élargir le trafic qui passerait par ces ports. Les problèmes et les enjeux liés à cette relation entre les ports et l'industrie, on a une zone industrielle ou portuaire qui cherche à s'émanciper. De l'autre côté, on a cette pression urbaine qui est croissante.
C'est pas spécialement applicable à Strasbourg, c'est peut être applicable à d'autres ports. Et donc on constate qu'on a des industries qui sortent aussi du périmètre de la zone industrielle portuaire. Et ça, c'est un constat qui se fait dans de nombreux ports intérieurs en Europe. Et le fait qu'ils s'éloignent du port, eh bien, engendre une émergence d'une activité logistique de préacheminement portuaire. Donc en soi, ça ne résout pas tout à fait le problème, puisque après, la ville se retrouve transitée par ces flux de marchandises, dès lors que les industries ont vraiment besoin de passer par les ports. Donc, on a un schéma qui n'est pas évident aujourd'hui de cohabitation entre les ports, l'industrie et la ville, puisque derrière tout ça, après, il faut poser la partie transport logistique et qui va venir porter éventuellement atteinte au trafic en milieu urbain, à la nécessité d'investir dans des contournements urbains très coûteux, dans une période où il est très compliqué de construire de nouvelles routes. Comment faire face à ce défi? Et donc c'est tout un art pour que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient portuaires, qui représentent le monde industriel ou qui représentent les villes, eh bien, comment faire face ensemble à cette problématique qui est commune. Parce que c'est bien là le point, c'est que tout ça, c'est un objectif commun. Ce n'est pas que au port de résoudre ce problème. C'est aussi les acteurs industriels qui doivent être unis via leur syndicat, par exemple, pour affirmer leur place quant à leur présence dans le port, pour que les logisticiens puissent également expliquer les contraintes qu'ils subissent au jour le jour. On le voit sur la ville de Rouen avec un pont qui a été fermé suite à un accident. Ça a généré un trafic en milieu urbain très dense, très compliqué, et donc il a fallu s'adapter à cette situation. Et bien, la place du ferroviaire et du fluvial reprend toute son importance dans un port intérieur à ce moment-là. Donc là, ce sont deux photos, une photo, une illustration en dessous du port de Rouen, où ce que nous voyons, la photo du haut, en fait, ce sont d'anciens entrepôts qui sont maintenant réhabilités en restaurant, en zone de loisirs, en salle de fitness. Et alors ces entrepôts, certes, sont très proches de la ville, donc c'est logique, on peut se dire qu'il y ait des restaurants, c'est une zone attractive maintenant, mais c'était quand même des espaces industriels-portuaires qui avaient tout intérêt à être là. Donc c'est de l'espace en moins pour les ports, c'est-à-dire que si mon tas de granulats n'est plus boraqué, évidemment c'est un trafic portuaire qui va être perdu, en tout cas un trafic fluvial évident. Donc cette pression de la ville est assez forte. En dessous, l'illustration du dessous, c'est une presqu'île où avant historiquement on stockait des vracs solides. Et bien maintenant les vracs solides on les chasse, on les veut pas à proximité de la ville. On veut des espaces urbains agréables. On le conçoit, on le comprend, c'est normal, mais c'est-à-dire qu'on repousse toujours plus loin ces zones industrielles et qui sont utiles au fonctionnement économique du territoire, qu'il soit local, régional, national. Et donc c'est aussi la problématique de l'emploi. Les gens qui venaient travailler avant sur cette presqu'île ou qui venaient travailler à proximité de ces quais aujourd'hui se retrouvent dans des zones avec des emplois industriels qui sont très éloignés, avec un temps de transport, un temps assez coûteux, et donc des zones qui sont plus compliquées d'accès. Comment gérer ça? C'est toute la difficulté aujourd'hui. Et effectivement, les villes s'accaparent des zones qui sont très très importantes dans les chaînes logistiques, les zones qui sont boraquées. Il y a ce vrai dilemme entre une zone qui est boraquée, qui peut être utile pour une ville, et une zone qui est boraquée peut être utile pour un port et pour une industrie. Ça, c'est un très grand problème. Alors, 3 questions. Assiste-t-on à une désindustrialisation des ports fluviaux au profit des périphéries urbaines? C'est un premier point. On constate qu'effectivement, les ports, alors quand ce sont des ports maritimes, on peut construire au large. On sort des espaces accessibles par des écluses. C'est logique. On s'éloigne. Quand on a un port intérieur, c'est une problématique tout à fait différente. Un port intérieur, il devient compliqué de repousser la zone industrielle, la zone logistique trop loin de la ville, parce que les industriels ou les logisticiens vous diront qu'ils ont du mal aussi à recruter derrière après, à faire venir, à attirer, à être attractifs. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, assistons à une désindustrialisation, c'est une vraie question. On constate qu'effectivement, on a l'industrie qui sort des ports fluviaux, qui sort des ports intérieurs.
La place des ports intérieurs dans la chaîne de valeur est-elle remise en question ? Là, je pense que les ports intérieurs commencent à se positionner aujourd'hui. Ce sont des relais des ports maritimes. Anvers, Rotterdam ont besoin de Strasbourg, ont besoin des ports qui sont sur l'axe rhénan supérieur pour être un relais afin d'étendre leur hinterland, leur aire de chalandise. Ils ont besoin de ces ports. Et est-ce que ils peuvent être aussi acteurs ? Est-ce qu'ils peuvent influer sur ces ports intérieurs afin de les intégrer dans les organisations de la production ? Et c'est là une difficulté, c'est que comment faire en sorte qu'un port puisse agir sur une activité qui a une échelle microéconomique d'une industrie. Pourquoi l'industriel aurait un intérêt demain à aller dispatcher les activités de sa chaîne de production, et notamment dans un port plutôt que dans un autre ? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va affirmer sa présence dans un port ? Pourquoi ferait-il de la différenciation retardée dans le port de Strasbourg et pas dans un autre port ? Donc il y a tout un travail à faire entre les gestionnaires des ports et les industries afin d'affirmer leur place dans le tissu industriel. Et puis les ports deviennent-ils de simples plateformes logistiques multimodales et de simples lieux de transit de marchandises ? En fait, c'est la question de départ. Ça, c'est une. En fait, au final, moi, j'ai répondu à rien du tout, quoi. Je vous ai montré que historiquement, les ports c'était des espaces de transit, que ils tendent, ou certains tendent à affirmer leur place comme étant un espace de transit incontournable en agissant sur la chaîne de valeur, grâce à cette internationalisation de la chaîne de valeur. Mais est-ce que c'est le cas partout ? Comment le mettre en place ? Ce sont des points qui sont très importants et qui nécessitent un réel débat, et j'espère que nous allons l'avoir maintenant.